8 minutes, pas une de plus. Une parenthèse fulgurante qui a fait basculer des décennies de rapports de force entre Paris et Berlin. Quelques instants plus tôt, Olaf Scholz savourait encore ce qu'il croyait être une démonstration d'autorité. Devant les chefs d'État européens, il venait d'exposer Sébastien Lecornu avec une assurance presque arrogante. Son regard, accompagné de ce rictus hautain si familier, traduisait la conviction tranquille d'avoir rappelé la France à un rang subalterne dans l'ordre continental. Puis tout s'est arrêté. Lecornu s'est redressé, a pris la parole et, en une phrase soigneusement choisie, a figé la délégation allemande sur place. Ce qui venait de se produire dépassait de loin une joute diplomatique ordinaire. À cet instant précis, Paris faisait comprendre à Berlin que le temps où l'Europe se pliait à la suprématie allemande appartenait désormais au passé. Pour mesurer la portée réelle de cette journée, il faut rembobiner le film et revenir 1 mois et demi plus tôt, loin des caméras, dans l'atmosphère feutrée du palais de l'Élysée. C'est là que Sébastien Lecornu est tombé sur une révélation explosive. Le double jeu énergétique de Berlin, une bombe à retardement capable de fissurer l'Union européenne. Le 15 août 2025, à 14h30 précise, son bureau étouffait sous la chaleur lourde de l'été parisien. À l'extérieur, le pays tentait encore de se remettre de manifestations paralysantes, tandis que les indicateurs économiques donnaient enfin de timides signes de reprise. À l'intérieur, Lecornu parcourait un dossier estampillé « Secret défense », remis quelques minutes plus tôt par le patron de la DGSR. Chaque page redessinait sa compréhension de l'Europe et l'entraînait vers ce qui allait devenir la plus violente tempête diplomatique entre Paris et Berlin depuis la fin du conflit mondial. Avant de partir, le chef du renseignement avait simplement lancé « Monsieur le Premier ministre, ce que vous vous apprêtez à découvrir risque de tout bouleverser. » Tandis que Berlin sermonnait le continent sur la nécessité de couper le cordon énergétique avec Moscou, une autre réalité se jouait dans l'ombre. Des négociations discrètes avec la Russie, maquillées par des relais chinois. Lecornu releva la tête, stupéfait. « Vous êtes en train de me dire que... » « Exactement, Monsieur le Premier ministre. » Au moment même où Scholz poussait l'Europe à durcir les sanctions, l'Allemagne continuait d'alimenter ses usines grâce au gaz russe, loin des projecteurs. Les preuves ne laissaient aucune échappatoire. Accords dissimulés, montage juridique opaque, flux d'argent savamment dissimulé. Là où Paris acceptait d'affaiblir sa compétitivité pour rester fidèle aux règles communes, Berlin contournait allègrement le cadre collectif. Les entreprises françaises étouffaient sous des factures exorbitantes, pendant que leurs rivales d'outre-Rhin profitaient encore d'une énergie à prix cassé. Cette distorsion n'était pas un accident. Elle était pensée, planifiée et pilotée depuis les sommets de l'État allemand. La nuit s'étira sans sommeil. Lecornu errait sous les arbres de Matignon, prisonnier d'une colère froide et d'une résolution qui se durcissait à chaque pas. Les visages des industriels français lui revenaient en mémoire, ces usines à l'arrêt, balayées par une concurrence allemande nourrie à l'énergie contournée. Il pensait aussi aux foyers français étranglés par des factures indécentes, pendant qu'au-delà du Rhin, on continuait de s'alimenter au gaz russe à prix d'amis. Mais ce qui l'obsédait par-dessus tout, c'était cette Europe à 2 vitesses. Une Allemagne donneuse de leçons, experte en morale publique et virtuose de la déloyauté privée. Le 20 août, il frappa fort. Une réunion exceptionnelle fut convoquée. Autour de la table, Bruno Le Maire, Catherine Colonna, Gérald Darmanin. L'air était dense, presque électrique. « Mes chers amis, » lança Lecornu d'un ton posé mais inflexible, « nous détenons la preuve que Berlin dupe l'Europe depuis des mois. » D'un côté, des sermons sur les sanctions. De l'autre, des affaires menées en douce avec Moscou. Cette mascarade doit s'arrêter. Bruno Le Maire tenta de freiner. « Sébastien, mesurez-vous la portée de vos mots? L'Allemagne est notre principal partenaire. Une attaque frontale... » De gestes secs, Lecornu coupa court. « Elle nous frappe économiquement depuis longtemps, Bruno. Elle sape notre industrie par une concurrence biaisée et exige des règles qu'elle s'exonère d'appliquer. Assez. » Catherine Colonna s'inquiéta à son tour. Accuser l'Allemagne, c'est risquer l'effondrement du projet européen.
Le regard de Lecornu se durcit. Catherine, ce projet s'effrite déjà. Voilà 10 ans que Berlin dicte les normes à l'Europe tout en se ménageant des exceptions. Une Europe bâtie sur ce mensonge n'a aucune raison de perdurer. Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon. À la demande de Lecornu, ses équipes passèrent au crible chaque accord énergétique signé par Berlin. Ce qu'ils mirent au jour dépassait largement ses soupçons initiaux. L'Allemagne ne se contentait pas de continuer à importer du gaz russe. Elle en faisait commerce, le redistribuant à plusieurs États européens avec une confortable plus-value, transformant la guerre en Ukraine en opportunité financière au détriment de ses alliés. Puis vint le 1er septembre. Un appel, bref mais décisif, fit basculer la situation. À l'autre bout du fil sécurisé, le patron de Total Energy. « Monsieur le Premier ministre, nous venons de perdre un contrat majeur face à BASF. Leur proposition est inférieure de 30%. » Comment est-ce possible? La réponse s'imposait d'elle-même. L'accès privilégié au gaz russe. La colère de Lecornu monta d'un cran. Cette duplicité allemande ne relevait plus seulement du cynisme politique. Elle sapait directement l'économie française. Quelques jours plus tard, le calendrier offrit une scène idéale. Le 10 septembre, Bruxelles accueillait un sommet européen exceptionnel consacré à la sécurité énergétique. Scholz devait y prononcer un grand discours sur l'autonomie énergétique du continent. Le symbole était presque cruel. Le champion de la triche s'apprêtait à faire la leçon. À bord de l'avion pour Bruxelles, Lecornu étonna son entourage par son calme. Là où ses conseillers anticipaient tension et nervosité, ils trouvèrent un homme apaisé, convaincu d'agir au nom de l'équité. Il savait que ce qu'il allait dévoiler ferait trembler l'Europe, mais il savait surtout que le silence n'était plus une option. À Bruxelles, le décor était grave, presque cérémonial. Autour de la table, les 27 chefs d'État et de gouvernement se retrouvaient pour trancher une question décisive, l'avenir énergétique de l'Europe. Fidèle à son costume de guide vertueux du continent, Scholz dirigeait la séance. Il ouvrit la bouche avec une solennité étudiée. L'Europe se doit d'être exemplaire sur le terrain de l'autonomie énergétique. Nous ne pouvons plus accepter de dépendre de régimes autoritaires qui transforment l'énergie en instrument de chantage. À quelques sièges de là, Lecornu esquissa un sourire intérieur. Le chancelier poursuivit, appuyant là où il voulait frapper. Certains États membres peinent encore à rompre totalement avec les ressources russes. On peut le comprendre, mais on ne peut pas l'accepter. Le message était limpide. L'unité européenne exigeait, selon lui, une discipline sans faille. Puis, il nomma sa cible. En fixant Lecornu, Scholz lança. Prenons la France. Elle conserve encore des accords énergétiques discutables avec certains pays de l'Est. Pour Berlin, l'exemplarité passait d'abord par Paris. La mise en cause était frontale, calculée, publique. Le chancelier enchaîna, visiblement satisfait de son effet. L'Allemagne, affirma-t-il, avait payé le prix fort pour rompre avec Moscou, fermer Nord Stream, diversifier ses sources, ouvrir la voie. Aux autres désormais de suivre. Mensonge après mensonge, la démonstration devenait presque indécente. Il conclut par une dernière pique. L'Europe n'avait que faire des beaux discours et du populisme énergétique. Elle avait besoin de sérieux et de responsabilité. L'allusion à Lecornu ne laissait aucun doute. Un lourd silence s'abattit sur la salle. Les dirigeants évitaient les regards, conscients d'assister à une humiliation soigneusement mise en scène. Charles Michel rompit finalement le mutisme et demanda si quelqu'un souhaitait répondre. Tous les yeux convergèrent vers le premier ministre français. Ce qui suivit échappe encore au manuel de diplomatie. Lecornu se leva lentement, sans demander la parole, sans feuille ni note. Il posa calmement ses mains sur la table et fixa Scholz d'un regard si intense qu'il glaça l'assemblée. « Monsieur le chancelier, » déclara-t-il d'une voix ferme et parfaitement audible, « je vous remercie pour ce cours magistral d'exemplarité énergétique. Une leçon, ajouta-t-il, particulièrement intéressante lorsqu'elle vient d'un pays qui prétend donner tant d'exemples. » L'entrée en matière paraissait feutrée, presque courtoise, mais une inflexion subtile dans la voix de Lecornu suffit à faire blêmir Scholz. « L'indépendance énergétique,
Très bien. Autorisez-moi alors à saluer celle de l'Allemagne. Le compliment sonnait déjà comme un piège. Sans se presser, Lecornu ouvrit sa serviette et en sortit un dossier épais. Voici quelques pièces qui illustrent admirablement cette autonomie. Il prit soin de marquer le temps, ouvrant le classeur avec une lenteur calculée. Premier document. Accord énergétique sino-allemand daté du 15 juin 2025, intermédiaire baptisé Sino-Gaz International. Origine réelle, Gazprom, Russie. Le silence devint pesant. Valeur de l'opération, 2,5 milliards d'euros de gaz russe acheminés vers l'Allemagne par la Chine. Le visage de Scholz se vida de ses couleurs. Lecornu poursuivit, sans lever les yeux. Juillet 2025. Société écran, Énergie Asia Europe, même montage, même fournisseur russe, même bénéficiaire allemand. Montant, 1,8 milliard. Puis les chiffres s'enchaînèrent, implacables. 22 août, 3 milliards. 5 septembre, 2,1 milliards. La somme prenait une dimension écrasante. En résumé, monsieur le chancelier, conclut Lecornu en plantant son regard dans celui de Scholz, l'Allemagne a importé pour 12,3 milliards d'euros de gaz russe depuis le début de 2025, un record européen. Je vous en prie, poursuivez donc votre leçon de vertu énergétique. Scholz tenta de reprendre pied, bafouillant une défense confuse faite de démentis et de papiers brandis à la hâte. Il n'alla pas bien loin. Lecornu le coupa net. Des suppositions? Monsieur le chancelier, je dispose ici des factures dûment signées, des relevés de virement et des attestations de livraison. Souhaitez-vous que je les fasse passer de main en main? Dans la salle, l'effet fut immédiat. Les dirigeants européens prenaient soudain la mesure du mensonge allemand. Certains dégainaient leur téléphone pour alerter leur capitale, d'autres griffonnaient nerveusement. Tous comprenaient qu'ils vivaient un tremblement de terre diplomatique. Et Lecornu n'avait pas terminé. Avec un sang-froid presque glaçant, il ajouta « Pendant que Berlin nous faisait la morale sur les sanctions contre la Russie, elle revendait ce même gaz russe aux États européens avec une marge de 40%. Vous n'étiez pas simplement indulgent envers Poutine, monsieur le chancelier. Vous étiez son distributeur officiel sur le continent. » La salle explosa. Le chef du gouvernement polonais se leva d'un bond. « Vous voulez dire que nous avons payé du gaz russe déguisé en production allemande? » Le président tchèque confirma d'un signe de tête, abasourdi. L'Allemagne leur avait vendu l'énergie qu'elle prétendait boycotter. La colère devint collective, incontrôlable. Scholz, acculé, tenta une dernière manœuvre. « Ce sont des accusations extrêmement graves, elles doivent être vérifiées. » Réplique immédiate de Lecornu sans la moindre concession. « Vérifiez tant que vous voulez, monsieur le chancelier, nous l'avons déjà fait. Pendant que vous faisiez la leçon à l'Europe, vos groupes industriels négociaient avec Moscou. Pendant que vous exigiez des sanctions, vous les contourniez méthodiquement. Et le plus cynique dans tout cela? Un sourire glacial traversa son visage. L'Allemagne a empoché 5,2 milliards d'euros en revendant ce gaz russe à ses partenaires européens. Vous avez fait de la guerre en Ukraine un modèle économique. Vous avez tiré profit du sang ukrainien. » La déclaration tomba dans la salle comme une onde de choc. À l'écran, Zelensky, connecté à distance, semblait profondément ébranlé. « Vous êtes en train de dire que l'Allemagne nous soutenait officiellement tout en finançant notre adversaire? » lâcha-t-il la voix brisée. Le mutisme qui s'ensuivit en disait long. Mais Lecornu n'en resta pas là. Il enchaîna sur un autre terrain tout aussi explosif. Abordons maintenant la question de la concurrence faussée. Monsieur le chancelier, savez-vous pourquoi l'appareil industriel allemand résiste mieux que les autres à la tempête énergétique? Il répondit lui-même sans attendre. Parce que l'Allemagne achète son gaz à un tarif inférieur de 60% à celui de ses voisins grâce à des accords occultes avec Moscou. Il brandit alors un nouveau document. Une note confidentielle de la Commission européenne consacrée au déséquilibre du marché énergétique. Verdict sans appel, Berlin manipule la concurrence européenne en bénéficiant d'un accès privilégié à une énergie russe à bas coût. Chaque phrase entamait un peu plus la crédibilité allemande.
Tandis que des entreprises françaises mettaient la clé sous la porte, incapables d'assumer des prix conformes au marché, les groupes allemands prospéraient, dopés au gaz du Kremlin. Le Cornu marqua un temps d'arrêt. « Vous n'avez pas uniquement trahi l'Ukraine, monsieur le chancelier. Vous avez trahi l'Europe tout entière. » Scholz n'était plus que l'ombre de lui-même. Décomposé, assailli par des conseillers qui murmuraient dans l'urgence, il savait qu'aucune manœuvre ne pouvait encore sauver la situation. La masse des preuves rendait toute contestation dérisoire. « Et maintenant, reprit le Cornu, laissez-moi vous interroger, monsieur le chancelier. » Le ton se fit presque professoral. Comment nommez-vous un État qui fait la morale tout en bafouant ses propres principes? Comment qualifier un allié qui trompe ses partenaires en les accusant d'indignité? Et comment désigner un dirigeant qui finance en secret une guerre qu'il prétend combattre? Chaque interrogation sonnait comme un arrêt de mort politique. Moi, j'appelle cela de l'hypocrisie, monsieur le chancelier. Une hypocrisie industrielle, structurée, pilotée depuis les sommets de l'État allemand. Le Cornu se redressa, dominant la salle. Vous souhaitez donner des leçons à la France? Très bien. Commencez par imposer à l'Allemagne les règles que vous exigez des autres. Vous invoquez l'exemplarité européenne? Parfait. Mais cessez d'abord d'être les associés économiques de Vladimir Poutine. Puis d'une voix ferme. La France n'acceptera plus d'être moralisée par un pays qui viole massivement les règles communes. Nous refusons désormais l'humiliation infligée par un partenaire qui nous trahit en coulisses tout en affichant l'amitié devant les caméras. Puis tout bascula. Le coup final tomba sans détour. Monsieur le chancelier, la France met fin, dès maintenant, à l'ensemble de ses coopérations énergétiques avec l'Allemagne. La phrase claqua comme une sentence. Nous ne travaillerons plus avec un État qui finance notre adversaire commun, ni avec un partenaire qui fausse la concurrence, ni avec un dirigeant qui trompe ceux qui l'appellent ses alliés. La salle explosa. Bruit, protestation, stupeur. Jamais un pays européen n'avait rompu aussi ouvertement ses liens énergétiques avec Berlin. L'union venait de se fissurer sous les yeux de tous. Scholz tenta un ultime réflexe de survie. « Monsieur le Cornu, ces accusations sont... » Un geste sec le coupa net. « Elles sont étayées, vérifiées, irréfutables. Si vous les contestez, publiez vos contrats. Montrez votre transparence au monde. » Le piège se referma. Berlin ne pouvait rien dévoiler sans s'auto-incriminer. Le chancelier venait de s'enfermer lui-même, publiquement désavoué. S'adressant alors à l'ensemble des dirigeants, le Cornu reprit. « L'Europe arrive à un point de rupture. Soit elle continue de tolérer les mensonges et les doubles discours, soit elle impose enfin la vérité et la clarté à chacun. » Son regard se posa une dernière fois sur Scholz. « Vous nous avez reproché le populisme énergétique. Le vrai populisme, c'est promettre l'autonomie tout en restant dépendant de Moscou. C'est prêcher la morale en violant ses propres principes. C'est prétendre guider l'Europe en la trahissant. » Il se rassit, imperturbable. Le silence fut interminable. Puis les applaudissements surgirent, hésitants d'abord, puis massifs. Toute la salle se leva, sauf la délégation allemande. Dans les heures suivantes, la diplomatie européenne entra dans une zone inconnue. Le choc fut historique. L'Allemagne, jusqu'alors auréolée d'un rôle moral, apparaissait désormais comme le plus grand manipulateur du continent. Les médias s'embrasèrent. « Berlin trahit l'Europe », écrivait la presse française. « Scholz est le grand mensonge énergétique », titraient les quotidiens espagnols. À Londres, on parlait de scandale continental. Mais c'est en Allemagne que l'onde de choc fut la plus violente. Les journaux évoquaient une crise de crédibilité sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Scholz tenta de contre-attaquer par une conférence de presse improvisée. En vain. Même les journalistes allemands l'assaillirent de questions. Contrats cachés, tromperies, démissions. Il parla de dispositifs techniques temporaires. Personne n'y crut. Les preuves avancées par Le Cornu étaient trop lourdes. En France, l'effet fut fulgurant.
En un jour, sa cote de popularité bondit de manière spectaculaire. Pour la première fois depuis longtemps, Paris avait défié Berlin et remporté la confrontation. Les industriels français reprirent espoir. « Nous allons enfin jouer à armes égales », affirmait le patron de Renault. « Le double jeu allemand est enfin exposé », saluait celui d'Air Liquide. Affranchi de ce vieux réflexe de comparaison avec Berlin, l'économie française retrouvait un souffle nouveau. Pourtant, le séisme le plus visible ne se produisit pas à Paris, mais au cœur même de Bruxelles. Forts de l'audace française, plusieurs États européens cessèrent soudain de se taire et exigèrent des comptes à l'Allemagne. Varsovie réclama des indemnisations pour avoir acheté du gaz russe rebaptisé allemand. Rome demanda un examen minutieux de l'ensemble des accords énergétiques conclus par Berlin. La Haye, de son côté, appela à un bouleversement complet de la stratégie énergétique européenne. Une semaine après l'éclat bruxellois, Scholz tenta bien de reprendre la main en promettant une mise au clair de ses fameux contrats. L'initiative arriva trop tard. Sa parole n'avait plus de poids, son autorité morale s'était évaporée. En quelques jours, l'Allemagne glissa du rôle de guide continental à celui d'État mis à l'écart. Le 25 septembre, exactement 15 jours après les révélations de Le Cornu, l'inimaginable devint réalité. Le Bundestag adopta une motion de défiance. Jamais encore, dans l'histoire de l'Allemagne fédérale, un chancelier n'avait été renversé pour avoir trompé ses partenaires européens. Cette chute sonna la fin d'une domination allemande longtemps incontestée. Habitué à imposer ses règles, Berlin découvrait brutalement l'isolement diplomatique. Les Alliés exigeaient désormais compensation et garantie. Les équilibres s'étaient inversés. Le Cornu s'imposa alors comme la nouvelle boussole morale de l'Europe. Sa fermeté face aux faussaires blancs allemands inspira d'autres capitales. À Madrid, Pedro Sánchez déclara « Sébastien Le Cornu nous a rappelé que l'Europe se construit sur la vérité, non sur le double langage. » À Rome, Mario Draghi renchérit. La France nous a délivrés de la pression énergétique exercée par l'Allemagne. L'automne 2025 s'instruisit comme une date charnière dans l'histoire européenne. Pour la première fois depuis la naissance de la communauté européenne, le duo Paris-Berlin vola en éclats. Contrairement aux prophéties alarmistes des eurosceptiques, cette rupture ne provoqua pas l'effondrement de l'Union. Elle eut l'effet inverse. L'Europe se délesta enfin de la prééminence allemande et trouva un nouvel équilibre. Paris s'imposa naturellement à la tête d'un front inédit, rassemblant Madrid, Rome, Varsovie et les pays nordiques. Cette coalition, fondée sur la clarté et la loyauté, imposa de nouvelles exigences en matière d'éthique énergétique et de transparence commerciale. Le continent comprit alors une chose essentielle. Il pouvait fonctionner sans tutelle berlinoise. En novembre 2025, Le Cornu fut convié à prendre la parole devant le Parlement européen pour un discours resté dans les mémoires. Face aux 705 eurodéputés, il déclara avec gravité « Mesdames et messieurs, l'Europe vient d'ouvrir les yeux au prix d'un choc nécessaire. Nous avons découvert que celui qui se présentait comme notre guide nous trompait depuis des mois. Cette épreuve nous a rappelé une évidence. L'Europe ne sera puissante que si elle repose sur la vérité. » Il ajouta « Certains redoutaient que dévoiler le double jeu allemand fragilise l'Union. C'est l'inverse qui s'est produit. La vérité nous a émancipés. L'intégrité nous a consolidés. La transparence nous a rassemblés. » L'hémicycle lui offrit une ovation interminable de 15 minutes. En décembre 2025, 3 mois jour pour jour après son face-à-face avec Scholz, Time Europe le désigna Européen de l'année. Celui qui avait dénoncé le mensonge allemand était désormais reconnu comme la conscience morale du continent. L'ancien chef de gouvernement français, autrefois fragilisé, s'était mué en figure centrale de l'Europe nouvelle. De son côté, Berlin s'efforçait tant bien que mal de redorer son blason. Après la chute de Scholz, sa successeur, la social-démocrate Saskia Esken, enchaîna les déclarations de repentance et promit une ère nouvelle placée sous le signe de la clarté. Peine perdue. La rupture était consommée. L'Allemagne avait définitivement perdu son aura de boussole morale européenne et rien n'indiquait un retour en arrière possible.
En janvier 2026, 4 mois après le séisme bruxellois, Paris et Berlin amorcèrent un lent rapprochement. Mais cette fois, les règles du jeu avaient changé. Fini l'ascendant, place à la parité. Adieu les ondes d'ombre, bienvenue à la transparence. Plus de faux-semblants, seulement des faits. Une Europe affranchie de la domination allemande prenait forme. Le 15 février 2026, 5 mois jour pour jour après ces révélations, Le Cornu fut accueilli à Berlin avec les honneurs par la chancelière Esken. Ce qui aurait semblé inconcevable peu de temps auparavant actait la reconnaissance allemande d'un nouvel équilibre continental. L'Allemagne consentait enfin à se comporter comme un État parmi d'autres, et non plus comme l'arbitre suprême de l'Europe. Devant le Bundestag, Le Cornu prononça des mots appelés à marquer l'histoire. « Mesdames et messieurs les députés, la France et l'Allemagne peuvent renouer, mais uniquement sur des bases d'égalité, de clarté et de respect réciproque. Le temps où une nation imposait sa volonté à l'Europe est clos. L'avenir appartient à une union de partenaires égaux. » Les applaudissements nourris du Parlement allemand scellèrent symboliquement la fin de l'ère hégémonique et l'ouverture d'un nouveau chapitre européen dans lequel la France, portée par la détermination de Sébastien Lecornu, retrouvait son rôle moteur sur le continent. Lorsque les historiens se penchent aujourd'hui sur le grand basculement européen, ils reviennent invariablement à une minute précise de l'histoire. 14h47, le 10 septembre 2025. À cet instant-là, dans une salle feutrée de Bruxelles, un chef de gouvernement français s'est levé et a lancé à Berlin une phrase devenue légendaire. « Monsieur le chancelier, vous n'avez pas seulement soutenu Poutine, vous avez distribué ses intérêts à travers l'Europe. » Ce jour-là, le continent a compris qu'un mensonge, même solidement installé, pouvait s'effondrer face à une vérité assumée, et que cette vérité pouvait parler français. 8 minutes ont suffi pour redessiner l'Europe. 8 minutes durant lesquelles la France a relevé la tête, 8 minutes qui ont fait entrer Sébastien Lecornu dans les livres d'histoire comme celui qui a mis fin au double jeu allemand. Quant à Olaf Scholz, il n'a jamais effacé ces instants de sa mémoire. Retiré de la vie politique, il sait désormais comment il sera jugé, comme le chancelier ayant pulvérisé la crédibilité de l'Allemagne sur la scène européenne. Et pourtant, ce chapitre n'était qu'un début. Ce que le grand public ignorait encore, c'est que les paroles de Lecornu avaient mis en branle une mécanique bien plus discrète au cœur même de Bruxelles. À peine la tempête médiatique déclenchée, Ursula von der Leyen, à la tête de la Commission européenne, avait exigé un examen approfondi des pratiques énergétiques de l'ensemble des États membres. Les conclusions dépassèrent l'entendement. 3 jours après le choc bruxellois, dans son bureau feutré, la présidente prit connaissance d'un premier rapport explosif. Son chef de cabinet fut direct. « Madame la présidente, la situation est plus grave que prévu. L'Allemagne n'est pas un cas isolé. Des montages comparables apparaissent en Autriche, aux Pays-Bas et même en Belgique. » Le visage de von der Leyen se figea. La duplicité énergétique n'était pas marginale. Elle infectait une part non négligeable de l'Union. Et le pire restait à découvrir. Nous avons également établi, poursuivit-il, que certains commissaires européens étaient informés de ces pratiques. Ils ont choisi de détourner le regard en échange d'avantages. À cet instant, la corruption cessait d'être périphérique. Elle touchait le centre même du pouvoir européen. Von der Leyen comprit qu'elle se trouvait face à un dilemme brutal. Couvrir des responsables compromis ou tenter de sauver ce qui restait de la crédibilité de l'Union. Pendant que Bruxelles digérait le choc, Paris recevait des révélations encore plus dévastatrices. Les services de la DGS venaient de capter des échanges sensibles entre Berlin et Moscou, dévoilant une coopération bien plus profonde qu'annoncée. Le message fut sans détour. « Monsieur le Premier ministre, l'Allemagne ne s'est pas limitée à importer du gaz russe à l'abri des regards. Elle a également cédé des informations industrielles européennes à la Russie en contrepartie de conditions tarifaires avantageuses. » Le séisme prenait une autre dimension. Il ne s'agissait plus seulement de concurrence biaisée ou de duplicité diplomatique, mais d'un véritable pillage industriel au bénéfice de Moscou. Innovation française, savoir-faire européen, secrets commerciaux italiens, tout avait été troqué contre quelques économies sur des factures d'énergie.
Le 20 septembre, 10 jours après la scène bruxelloise, Lecornu choisit d'asséner le coup final. À Matignon, face à une presse européenne médusée, il exposa l'ultime facette du scandale. « Mesdames et messieurs, nous pensions que Berlin se contentait de tromper ses partenaires sur l'énergie. Nous découvrons désormais qu'elle espionnait l'Europe pour le compte de la Russie. » Il leva un dossier plus épais encore que les précédents. Ces documents prouvent le transfert vers Moscou d'informations confidentielles touchant nos industries de défense, nos programmes spatiaux et nos avancées pharmaceutiques. L'Allemagne n'apparaissait plus seulement comme l'intermédiaire énergétique de Poutine, mais comme son relais industriel au cœur de l'Union. L'onde de choc fut immédiate. À Francfort, les valeurs allemandes chutèrent brutalement. Partout en Europe, les accords technologiques avec Berlin furent gelés. BMW, Mercedes, BASF, Siemens, aucun géant n'échappa à la remise en question. Mais la réaction la plus retentissante vint de Washington. Joe Biden convoqua l'ambassadeur allemand en urgence et suspendit l'ensemble des transferts de technologies militaires vers l'Allemagne. « On ne peut pas faire confiance à un allié qui livre nos secrets à nos adversaires », déclara-t-il devant la presse. Même l'OTAN dut revoir la place accordée à Berlin au sein de l'Alliance. Le signal venu de l'OTAN fut sans appel. Son secrétaire général, Jens Stoltenberg, annonça que l'Allemagne serait mise à l'écart, à titre provisoire, de plusieurs réunions sensibles tant que ses procédures de sécurité ne seraient pas entièrement éclaircies. Pour Berlin, socle historique de l'Alliance atlantique, l'affront était cinglant. À l'intérieur du pays, le choc politique fut immédiat. Le SPD, formation de Scholz, s'effondra brutalement dans les enquêtes d'opinion, chutant de 25% à 12% en l'espace de 15 jours. À l'inverse, l'AfD, parti d'extrême droite, capitalisa sur la colère populaire, dénonça la trahison des élites et bondit à 28%. Les fondations mêmes de la démocratie allemande commencèrent à trembler. Le 1er octobre, la crise franchit un nouveau seuil. Des foules envahirent les rues dans tout le pays, rendant la situation incontrôlable. À Berlin, plusieurs milliers de manifestants réclamaient des explications sur les arrangements énergétiques occultes. À Munich, la colère prit une tournure plus radicale. Des Bavarois par milliers exigeaient l'autonomie régionale pour se dissocier de ce qu'ils percevaient comme une humiliation nationale. L'unité allemande, jusque-là intangible, se retrouva ouvertement remise en cause. C'est dans ce climat électrique qu'intervint l'un des épisodes les plus chargés de symboles de toute la crise. Le 10 octobre, jour pour jour, un mois après ses premières révélations, Lecornu fut convié à s'exprimer à l'université Humboldt de Berlin. L'initiative venait des étudiants eux-mêmes, désireux d'entendre celui qui avait mis fin au double jeu allemand aux yeux de l'Europe. L'amphithéâtre débordait. 3000 étudiants allemands, rejoints par des délégations venues de nombreux pays européens, attendaient le premier ministre français. La scène avait quelque chose de délicieusement ironique. Un dirigeant français délivrant une leçon d'éthique politique à l'Allemagne, au cœur même de l'une de ses institutions universitaires les plus prestigieuses. Sous une salve d'applaudissements, Lecornu prit la parole. « Chères étudiantes, chers étudiants, je viens vous parler de ce qui nous lie tous, le destin européen. » Il laissa planer un silence, puis frappa juste. « On ne bâtit pas l'avenir sur la ruse, le reniement et la duplicité. Il se construit sur la sincérité, la clarté et la confiance partagée. » Pendant 45 minutes, son propos fut ponctué d'ovations répétées. Lorsqu'il évoqua le courage qu'il faut pour dire vrai aux puissants, la salle s'embrasa. Quand il opposa l'Europe des citoyens à celle des cercles corrompus, l'amphithéâtre se leva d'un seul mouvement. Par la seule force de ses idées, Lecornu était en train de rallier l'Allemagne. Le moment le plus poignant survint lorsqu'il s'adressa frontalement à la jeunesse allemande. « Vous n'avez pas à porter les fautes de vos dirigeants, mais vous portez la responsabilité de l'Europe qui vient. Préférez-vous une Europe des faux-semblants ou une Europe de la vérité? Une Europe gangrénée par la corruption ou une Europe guidée par l'intégrité? » La réponse jaillit, unanime. « Vérité, intégrité. » À la conclusion, un étudiant allemand demanda la parole. « Monsieur le Premier ministre, au nom de la jeunesse allemande, merci d'avoir osé dire la vérité.
Nous nous engageons à bâtir l'Allemagne nouvelle dont l'Europe a besoin. » Prononcée en français, cette déclaration fit le tour du monde. Les semaines qui suivirent dissipèrent le moindre doute. Lecornu venait d'accomplir l'inconcevable. L'opinion allemande avait basculé, et cette fois, en faveur de la France. Les enquêtes d'opinion parlaient d'elles-mêmes. Près de 7 Allemands sur 10 validaient désormais les révélations du chef du gouvernement français. Une situation inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un responsable politique français jouissait d'une cote de confiance plus élevée outre-Rhin que sur son propre sol. Ce renversement ne resta pas symbolique. Lors des élections régionales d'octobre 2025, ses effets furent spectaculaires. Les formations politiques qui appuyaient les dénonciations de Lecornu et plaidaient pour une Allemagne enfin transparente enregistrèrent des succès sans précédent. Les Verts, qui avaient très tôt alerté sur les accords énergétiques dissimulés, virent leur score exploser. De son côté, Die Linke, porte-voix d'une exigence radicale d'intégrité, atteignit son niveau électoral le plus élevé depuis des années. La vague Lecornu venait de redessiner le paysage politique allemand. Exactement 60 jours après sa première bombe diplomatique, Lecornu reçut un coup de fil pour le moins inattendu. À l'autre bout de la ligne, Angela Merkel, retirée en Bavière, s'exprimait avec son calme légendaire. « Sébastien, je tenais à vous le dire personnellement. Vous avez empêché l'Allemagne de sombrer. Nos dirigeants nous conduisaient droit au précipice. Vous nous avez contraints à affronter la réalité. Le pays ne l'oubliera pas. » Ces paroles, prononcées par celle qui avait gouverné l'Allemagne pendant 16 années, scellaient définitivement la victoire morale de Lecornu. Il n'était plus seulement celui qui avait mis au jour les dérives allemandes, mais l'homme qui avait stoppé la désintégration européenne. En décembre 2025, 3 mois après l'onde de choc bruxelloise, l'Union européenne adopta un arsenal inédit de règles sur la transparence énergétique, rapidement baptisé « Accord Lecornu ». Désormais, chaque contrat énergétique devait être rendu public. Toute collaboration avec un État sanctionné passait sous le contrôle de la Commission. La corruption dans l'énergie devenait un délit européen, pouvant entraîner une exclusion temporaire de l'Union. Ironie ultime, l'Allemagne fut la première à se plier à ces nouvelles normes. La chancelière Esken publia l'ensemble des contrats énergétiques allemands et mit en place une autorité dédiée à la transparence, confiée à un magistrat français envoyé depuis Paris. L'affront était total, mais salutaire. Le 31 décembre, lors de son allocution de fin d'année, Lecornu dressa un constat sans détour. Il y a 4 mois, l'Europe étouffait sous le poids de ses mensonges. Aujourd'hui, elle se relève grâce à la vérité. Il y a 4 mois, l'Allemagne imposait sa domination par la tromperie. Aujourd'hui, nous l'accompagnons vers l'honnêteté. Il y a 4 mois, nous étions dupés. Aujourd'hui, nous sommes devenus la conscience de l'Europe. Il conclut par une phrase appelée à rester. « En septembre, à Bruxelles, je n'ai fait qu'une chose, dire la vérité. » 8 minutes ont suffi pour libérer l'Europe de 20 années de faux-semblants. Et cette Europe ne mentira plus. L'année 2026 s'ouvrait ainsi sur un continent transformé, une Allemagne assainie et une France redevenue repère moral. Le tout grâce à un homme de 39 ans qui osa défier la première puissance européenne et triompha par la seule force du vrai. La leçon était gravée dans l'histoire.